Depuis 2010, le ministère a reçu 5 plaintes de parents qui souhaitaient un accommodement raisonnable permettant à leurs enfants de manger des repas halal dans les services de garde. Cette situation nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce que le gouvernement devrait cesser de privilégier les minorités religieuses, les végétariens et les végétaliens en tolérant leurs demandes alimentaires? L'abattage halal ou kasher est souvent controversé. Il est très différent de l'abattage traditionnel. En effet, il est malheureusement reconnu pour faire souffrir les différents animaux, que ce soit les bovins ou les poulets. De plus, certains vont même jusqu'à critiquer la salubrité d'une telle pratique. Au-delà de la souffrance animale, la saignée à froid des animaux, notamment des bovins, peut aussi occasionner un risque de contamination pour la santé publique, selon l'ex-député péquiste M. André Simard. Quand l'animal est suspendu pour assurer une bonne saignée, il y a refoulement, une sortie du tube gastro-intestinal. Or, la maladie du hamburger a été identifiée comme provenant du système gastro-intestinal des bovins, a-t-il relaté. Donc, sans encore aborder le sujet de la souffrance accrue que l'animal subit, le risque de contamination est bel et bien réel. La maladie du hamburger est provoquée principalement par la bactérie E. coli. Elle provoquerait une diarrhée liquide intense pouvant être accompagnée de sang et de violentes crampes abdominales. La saignée augmenterait considérablement les chances de contaminer la viande, souvent sous forme de steak haché. M. Simard n'est évidemment pas la seule personne à critiquer cette manière de faire. Le mécontentement est mondial. M. Pascal Dunoyer, chef du bureau français des établissements d'abattage et de découpe au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, est aussi prononcé sur le sujet. En 2008, il faisait savoir que les pratiques liées à la mise en œuvre du rituel d'abattage peuvent avoir des conséquences en termes de salubrité et de sécurité des carcasses. Nous pouvons citer à ce titre le tranchage de la tranchée de l'œsophage, qui peut provoquer le déversement du contenu gastrique, voire pulmonaire, sur les viandes de tête, de gorge et de poitrine. En clair, le fait que l'œsophage ne soit pas ligaturé ouvre la porte à des bactéries présentes dans l'appareil digestif de l'animal et pathogènes pour l'homme. M. Dunoyer nous explique que cette technique ne devrait pas être conforme aux standards d'hygiène. De plus, on constate une augmentation de contamination à la bactérie E. coli. Comme je le disais plus haut, outre la propreté de l'opération, la souffrance à laquelle est soumis l'animal est également critiquée. Je m'y oppose principalement pour cette raison. Faire souffrir l'animal à des fins religieuses est totalement insensé. Même s'il est légal, l'abattage rituel est d'une autre nature. Une nature qui heurte de plein fouet les valeurs du Québec. Cet abattage implique un rituel, le sectionnement de la gorge et le segment de l'animal encore vivant, donc conscient. Comme vétérinaire, je peux vous dire que ce type d'abattage ne correspond pas, selon moi, aux valeurs du Québec, dit encore M. Simard, qui est ex-vétérinaire de profession. La manière de faire laïque implique l'insensibilisation de la bête avant sa mise à mort, généralement par l'anesthésie. Des usines comme Olimel se sont conformisées aux normes halal et kasher. Toutes les viandes ont maintenant accès à l'étiquette kasher, et ce, pour une minorité religieuse. En plus, cette compagnie indique seulement sur quelques produits pour garder la clientèle qui refuserait de manger de la viande halal. C'est insensé. C'est légal, mais ce qu'on constate, c'est que l'exception semble devenir la règle, et ce n'est pas ce que nous voulons. C'est un accommodement déraisonnable, s'exclame André Simard. Je suis en accord avec ces dires. Une minorité religieuse vient chambouler un État laïque, et c'est selon moi illogique. Les ajustements dans les différentes usines ne sont pas gratuits, et ce n'est certainement pas que les Juifs qui paient, ou ceux qui veulent manger la viande halal et kasher. Je veux ça, peux-tu l'acheter? C'est ridicule. En prenant en compte le fait qu'au Québec, la communauté juive ne constitue qu'une population d'à peine 100 000 membres sur les 7,75 millions d'habitants du Québec, la chose s'avère complètement dérisoire.
Mais encore seulement 35% des gens de confession juive mangent leur nourriture cachère. Résultat, non loin de la totalité de la population québécoise paie des millions de dollars annuellement pour une minorité religieuse d'à peine 30 000 personnes. Oui, je vais l'acheter pour toi. C'est ce que nous disons et c'est ce que nous faisons. L'abattage halal est cachère est controversé pour des raisons hygiéniques, économiques et éthiques. Si vous mettez les pieds dans une épicerie, n'importe laquelle, vous constaterez que la vaste majorité des aliments ont un sceau cachère, indiquant qu'ils ont été faits en respectant la cacheroute. La cacheroute est l'un des piliers de la foi juive, c'est-à-dire l'ensemble des lois en lien avec l'alimentation. Elle constitue un ensemble de critères qu'un aliment doit suivre afin d'être permis à la consommation pour tout juif. Parmi ces critères, on retrouve entre autres l'abattage rituel pour toute viande, l'usage d'instruments qui ne touchent jamais au porc, puisque le porc est interdit à la consommation, et les instruments utilisés pour le lait et la viande doivent être différents, car il est interdit de mélanger le lait et la viande dans la religion juive. Un délai de 2 jours doit même être observé après avoir mangé l'un des aliments pour consommer l'autre. Afin qu'un aliment soit considéré cachère, il doit être approuvé par une instance comme le Montreal Kosher qui appose son sceau sur un produit qui passe son inspection. Toutefois, tout cela coûte de l'argent aux compagnies qui décident d'apposer ce sceau sur leurs produits, ce qui nous amène à nous demander si nous, en tant que consommateurs québécois, payons une taxe cachère pour que 1,5% de la population ait accès à une nourriture conforme à leurs croyances. À ce sujet, Richard Marceau, avocat conseil et conseiller principal pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, nous dit: le coût réel de la certification a été estimé en 1975 à 1 millionième de sous par produit par le New York Times. Le coût pour le consommateur est donc infinitésimal. Selon un article de la presse, l'effet sur le prix est minime puisque ces produits sont fabriqués en grand volume. Dans la portion épicerie chez Metro, 75% des produits sont cachers. Or, les fournisseurs de Metro ne facturent pas plus cher pour cette certification, assure sa porte-parole Marie-Claude Bacon. Pour l'obtenir, les entreprises doivent suivre des règles très strictes et mettre de côté certains ingrédients. Une minorité de produits sont plus chers et ce ne sont pas des produits de consommation courante. On parle de produits comme la viande cachère, généralement en vente dans des épiceries spécialisées. Cette dernière est vendue dans quelques grandes surfaces, seulement au Québec, et toujours clairement marquée comme telle. Le rapport Bouchard-Taylor a aussi un passage sur cet enjeu. Il n'existe actuellement aucune étude de synthèse qui fasse autorité sur le sujet. Cependant, on dispose de témoignages et d'aperçus partiels, mais fiables, qui établissent clairement que a. L'intérêt que manifestent les entreprises pour la certification cachère relève de stratégies de marché qui s'étendent à une partie des États-Unis. B. Les frais additionnels que doivent assumer les consommateurs sont minimes. C. Les exigences liées à la certification peuvent amener des entreprises à modifier certains procédés de production, lavage additionnel par exemple, mais non pas à modifier la composition de leurs produits. Et D. Les rabbins ne tirent pas de profit de la certification. Toujours selon Richard Marceau, la majorité des consommateurs achetant exclusivement cachère ne le font pas à cause de leur religion, mais puisqu'ils ne sont même pas juifs, mais plutôt végétariens, musulmans, ou croient simplement que ce sont des produits plus propres. Je cite: au Québec, 30 000 juifs québécois, 35% de l'ensemble de la communauté, se nourrissent exclusivement de mets cachères, un micro-marché qui ne peut expliquer à lui seul la surabondance de produits labellisés cachères sur les tablettes de nos épiceries. Aux États-Unis, pays vers lequel nos exportateurs se tournent, le marché de la nourriture cachère est évalué à 10 milliards de dollars. De plus, selon une étude réalisée par CocherFest, le marché américain du cachère est en forte expansion avec des chiffres de croissance annuels situés entre 10 et 15%. Toujours aux États-Unis, seulement 14% des consommateurs qui achètent régulièrement des produits cachers le font parce qu'ils suivent les règles de la cacheroute. Les autres achètent des produits cachers pour une multitude de raisons. Ils sont végétariens, ils sont allergiques aux produits laitiers, ils sont allergiques aux fruits de mer, parce que selon certains musulmans, si les produits sont cachers, ils sont automatiquement halal, ou parce qu'ils croient que les produits cachers sont plus propres que les produits non cachers, entre autres raisons. Les chiffres sont différents au Québec. Ici,
À peine 30% des consommateurs de produits cachers sont juifs. Les 70% restants se répartissent entre musulmans, écologistes et le grand public. Preuve que le marché est porteur, 70% de cette population est âgée de 18 à 35 ans. Seuls 21% d'entre eux achètent cachers pour des raisons religieuses, la majorité des sondés mettant en avant la qualité des produits et des filières de préparation. Un article publié le 22 octobre 2007 par Valérie Dufour dans le Journal de Montréal vient corroborer ces faits. Depuis les débuts des travaux de la commission Bouchard-Taylor, plusieurs participants soutenaient que 7,5 millions de Québécois payaient 10% de plus pour leurs produits à cause de cette certification religieuse. Cette affirmation est fausse. Les produits de consommation courante sont fabriqués en grand volume et l'effet d'une telle certification sur les prix est très minime, souligne Joanne Labrec, professeur de marketing au HEC et spécialiste du commerce de détail. Joanne Labrec explique que le saut cachère dépend plus d'un choix d'ingrédients permis que de manipulations très strictes à suivre. Les produits spécialisés sont plus chers, mais ils ne se vendent en général que dans les épiceries spécialisées. La viande cachère fait partie de cette frange de produits plus onéreux. Les animaux doivent être abattus par un spécialiste et la viande doit être lavée et salée pour enlever le sang. Ce produit n'est offert que dans quelques grandes surfaces québécoises et il est clairement identifié. Chez Fumoir Grizzly, le patron de l'entreprise soutient que la certification cachère lui coûte quelques milliers de dollars, mais que cela ne se répercute pas sur le prix de son saumon fumé. La compétition est trop vive pour que je puisse refiler la facture à mes clients, résume Pierre Fontaine. Nous savons donc maintenant que la nourriture cachère ne coûte pas plus cher aux consommateurs. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est acceptable d'imposer cette alimentation dans les CPE, les écoles, les prisons ou autres institutions. De plus en plus de CPE au Québec offrent des repas halal aux enfants. C'est le cas du CPE de Pierrefonds. Jusqu'en 2015, les 12 enfants musulmans mangeaient des repas végétariens afin d'éviter la viande halal. La directrice générale, Roxane Lesage, affirme qu'aucun parent n'a fait de demande au sujet de l'alimentation. Aucun parent l'obligeait à adopter le repas halal ou cachère. Par contre, à ce jour, tous les enfants de ce CPE mangent des repas conformes à la religion musulmane. Tout cela pour accommoder 10% de la clientèle. Sur tous les parents, Mme Lesage mentionne que seulement une mère a été en désaccord avec la décision prise par la garderie et que cet enfant a droit à un repas végétarien. Selon la directrice, c'est un accommodement raisonnable. Soit le repas halal ou celui végétarien. Le ministre de la Famille affirme que rien n'empêche les CPE d'offrir des repas basés sur les religions. La porte-parole Nadia Caron explique: il existe une règle qui interdit l'apprentissage religieux, mais tout ce qui est alimentation n'en fait pas partie. La seule restriction face à l'alimentation dans les garderies est que les repas doivent respecter le guide alimentaire canadien. La ministre Francine Charbonneau est de la même avis que Mme Caron. Agnès Maltais, elle, ne comprend pas pourquoi on a imposé à la majorité à la place d'accommoder la minorité. La députée péquiste n'a aucune objection à ce que des repas halal soient distribués dans les CPE. Ce qui la trouble, c'est qu'on l'impose à la majorité. C'est la même situation au pavillon Henri Bourassa du CPE de Sainte-Gertrude, localisé dans Montréal-Nord, où un enfant sur deux est musulman. Le directeur du CPE, Jean-Claude Lavergne, affirme: on ne veut pas ghettoiser aucun membre d'aucune communauté. On ne veut pas les inviter à se faire un CPE ou une garderie distincte. On veut les intégrer, on veut les côtoyer, on veut cheminer avec tous nos enfants, et pour ce faire, on doit respecter les contraintes imposées par l'exercice d'une religion. Dans les années passées, il y avait des frais supplémentaires s'élevant à 1 $ par jour pour avoir accès à un repas halal. Par contre, depuis que le ministère de la Famille a renforcé sa politique de surfacturation, ce n'est plus permis de charger des frais supplémentaires. Ainsi, depuis 2007, un repas halal est alloué, aussitôt que 10% ou plus de la clientèle en demande un. Maintenant, le chiffre s'élève à 50%. Il est donc plus avantageux économiquement de servir un seul repas pour tous les enfants. Par conséquent, la garderie offre celui halal. La problématique est la suivante. Pendant plusieurs mois, ni les parents ni le conseil d'administration n'étaient au courant du fait que tous les enfants mangeaient halal ou cachère.
Au CPE Bouton-Éclair d'Anjou, tous les enfants mangent halal ou kasher. Encore, le président du conseil d'administration, Mohamed Fekak, n'était pas au courant. Il affirme qu'il y avait des pourparlers, mais aucune décision n'avait été prise. Selon lui, cette décision ne devrait pas être adoptée sans le consentement des parents. M. Lavergne a finalement avoué jamais avoir informé par écrit les parents de ce changement. Pour une des employées, ce décret est incompréhensible. La viande est égorgée au nom d'un autre Dieu. La religion ne nous interdit pas d'en manger, mais elle ne nous oblige pas non plus. On a des valeurs au Québec. Il faut que quelqu'un s'en mêle. Un autre CPE de Montréal-Nord a opté pour les repas végétariens, et ce depuis 2004. Sa directrice, Claire Canan, soutient que la décision ne regardait pas les interdits religieux, mais bien la découverte d'une alimentation méconnue. Toutefois, elle ne cache pas que cela facilite la tâche avec les enfants qui veulent manger halal. Comme mentionné plus tôt, vu une énorme présence musulmane dans certains quartiers de Montréal, cela pousse les garderies à accommoder tous les enfants. Par contre, il n'existe pas que les repas halal pour intégrer tout le monde. Normalement, il y a 2 repas de préparer, soit celui halal ou kasher, ou un repas végétarien. En offrant ces repas végétariens, le but est de dévoiler une nouvelle alimentation aux enfants. Du même coup, cela arrange les enfants musulmans et c'est plus économique pour la direction du CPE. Malgré ces changements drastiques, le ministère n'a reçu que 5 plaintes de parents demandant un accommodement raisonnable afin que leurs enfants puissent manger des repas halal depuis l'année 2010. Au contraire, le même ministère n'a obtenu aucune plainte de parents mécontents puisque leurs enfants mangeaient des repas halal ou kasher. Selon le juriste et chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman d'Aix-en-Provence, Stéphane Papy, ce qui est le plus important est d'informer les clients lorsque seulement les repas halal sont servis aux jeunes. Récemment, il y a eu plusieurs incidents par rapport aux cantines ainsi qu'aux privilèges que ceux-ci donnent aux minorités religieuses. Pour débuter, il serait intéressant de comprendre les lois entourant la nourriture dans les cantines scolaires. Dans la citation suivante, nous avons un extrait d'un avocat expliquant l'indépendance des cantines aux institutions scolaires. Il est important de savoir que le ministère de l'Intérieur a édicté un circulaire sur la matière en août 2011, suivi d'un circulaire de rappel publié le même mois par le ministre de l'Intérieur. Il y est indiqué que la cantine scolaire est un service public facultatif et que le fait de prévoir des menus en raison de pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités. Il appartient à chaque organe, conseil municipal pour le primaire, conseil général pour les collèges et conseil régional pour les lycées, de poser des règles en la matière. Maintenant que nous connaissons les lois, allons voir certaines opinions sur le sujet. Certains pensent que, par exemple, la nourriture halal à la cantine devrait être interdite, tandis que d'autres croient que nous devrions accommoder le plus possible les minorités religieuses. La candidate du Front national français, Marine Le Pen, en parle comme d'une évidence qu'il faudrait éradiquer. Je veux interdire le halal dans les cantines scolaires, a-t-elle assuré à Strasbourg le 12 février. Le ministre de l'Intérieur l'évoque comme une menace. Le 2 mars, il a justifié son opposition au vote des étrangers lors des élections municipales par cette inquiétude. Nous ne voulons pas que des conseillers municipaux étrangers rendent obligatoire la présence de nourriture halal dans les repas de cantine. Nous pouvons comprendre que certains politiciens veulent respecter la laïcité des écoles. Par contre, comme nous avons observé dans la première citation sur les lois, les cantines sont indépendantes du système scolaire. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils ont le droit de privilégier les minorités religieuses? Je pense qu'au contraire, ces cantines devraient faire une partie de l'institution scolaire et donc subir les mêmes lois et normes que les écoles en tant que telles. La nourriture dans les cantines sont assez importantes pour plusieurs communautés religieuses et peuvent amener des conséquences sur la direction d'une école puisqu'il n'y a pas de loi qui régisse ces cantines. La religion peut parfois amener les élèves à s'antagoniser et les parents à faire pression sur les directions. Une ancienne directrice de la capitale témoigne « 4 de mes élèves sur 5 étaient musulmans », rappelant que la majorité d'entre eux ne posent aucun problème. Elle pointe des dérives. Les enfants ne comprennent pas toujours qu'une nationalité n'implique pas une religion.
Certains sont stigmatisés car leur mère ne porte pas le voile ou l'on crachait dans leurs assiettes contenant du porc. Et du côté des parents, là encore, c'est une minorité. Certains m'envoyaient des menaces et on m'accusait de forcer les enfants à fêter Noël. Comme nous pouvons voir, les demandes alimentaires des communautés religieuses peuvent être causées ou amenées par d'autres problèmes au sein des écoles. Plusieurs écoles au Québec décident justement de ne pas privilégier les minorités religieuses puisque l'État supporte la laïcité, tandis que d'autres décident de faire exception pour plaire ceux-ci. La plupart des cantines n'ont, en effet, renoncé qu'à servir du porc. Solution intéressante. Certaines cantines se mettent à servir des repas végétariens, ce qui permet aux enfants musulmans qui souhaitent ne manger que de la viande halal de continuer à manger avec les autres enfants, indique M. Papy. Le menu végétarien respecte les valeurs laïques et républicaines, tout en rappelant au respect des différences, a noté un adjoint du maire de Lyon. Les repas végétariens sont cependant encore minoritaires, souligne M. Papy. Ils donnent lieu à des controverses et des recours ont été déposés par des associations au nom de la défense de la laïcité. Ils sont cependant beaucoup mieux acceptés que les repas halal qui ne sont pas encouragés par l'État. L'État veut que les écoles demeurent laïques, ce qui n'est pas une tâche facile avec plusieurs religions et contraintes différentes dans les écoles. Pour ma part, je crois qu'il faut respecter toutes les religions et cultures dans une manière où l'on ne prive pas les autres. Par exemple, une école ne va pas arrêter de servir de la viande car quelques végétariens trouvent cela offensif. Mais, s'ils ne désirent pas manger de viande, je crois que certaines écoles pourraient accommoder de façon raisonnable. La vie en milieu carcéral n'est pas de tout repos. Il y a plusieurs débats concernant les conditions de vie des détenus. Une de ces nombreuses argumentations est en lien avec les repas servis. Certains prisonniers utilisent des repas kosher ou halal, car leur religion demande que la nourriture soit préparée différemment, et certains aliments sont interdits. Est-ce que les prisons ont comme obligation de servir des repas halal ou kosher aux détenus? En France, selon la directrice de l'administration pénitentiaire, le respect du principe de laïcité n'oblige pas, bien au contraire, l'administration à servir des repas qui sont conformes à la confession des personnes qu'elle abrite. Alors que, selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, ces viandes, pour nous, font partie de la manière dont une personne peut exercer ou non son culte. Certains crevaient de faim parce qu'ils ne pouvaient pas se nourrir. Après avoir lu ces deux extraits, j'en déduis que la loi n'oblige pas les prisons à servir des repas halal ou kosher, mais il est dans la religion des musulmans et des juifs de manger de la viande apprêtée d'une certaine manière. Leur interdire sans raison valable est inacceptable, car cela pourrait faire penser à certaines communautés que le gouvernement est discriminatoire. Une autre solution pourrait être envisagée, car fournir des repas halal ou kosher entraînerait des coûts importants. En effet, selon un journal de Montréal, avis aux Québécois âgés vivant en centre d'accueil. Commettez un crime et ensuite convertissez-vous à l'islam. Vous serez traité avec plus d'égard. Le gouvernement du Québec va dépenser des dizaines de milliers de dollars en sous-traitance pour fournir des repas halal et kosher aux prisonniers issus de communautés culturelles. L'auteur est ironique, mais il est vrai que la nourriture dans les centres pour personnes âgées est de moins bonne qualité que celle servie en prison pour les prisonniers musulmans ou juifs. Certaines personnes pourraient profiter de ce système, ce qui pose un autre débat moral. S'ils vivent dans la misère, aller en prison pourrait être la solution à leur problème. Des prisonniers québécois se feraient même convertir à l'islam pour pouvoir prendre leur repas dans leur cellule, selon un horaire spécial, plutôt qu'en groupe dans la cafétéria. Les Québécois catholiques ou d'autres religions reçoivent de la moins bonne nourriture que les musulmans ou les juifs, ce qui est injuste. La qualité de la nourriture kosher est réputée pour être plus fraîche, même dans des milieux non carcéraux. En effet, selon l'habitude bien connue des compagnies aériennes, de nombreuses personnes réclament les bateaux kosher dans l'espoir d'une nourriture plus fraîche et plus saine. Comme la plupart de la population est catholique ou athée, ce déséquilibre fait beaucoup parler et est très désapprouvé. Le coût supplémentaire pour fournir des repas spécifiques est aussi un argument pour les Québécois qui sont contre l'adoption d'une nourriture spéciale en prison. En effet, près de 68% des Québécois s'opposent ainsi à ce qu'on offre des produits halal dans les prisons. Je crois donc que comme la majorité est contre l'offre de menus spécifiques pour certaines ethnies, qu'à tous méritent le même droit, et que cela entraîne des coûts supplémentaires pour le gouvernement,
que nous ne devrions pas servir de mets spéciaux. Le gouvernement du Québec ne va pas dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les accommoder, alors que nos aînés, qui méritent mieux puisqu'ils sont en fin de vie et n'ont jamais commis de crime, pourraient être ceux qui reçoivent cet argent pour améliorer la qualité de leur nourriture. Selon le journal Canoë, un repas halal ou kasher coûte en moyenne 4,73 $, alors qu'on estime à environ 2 $ un repas qui n'a pas été concocté à partir d'aliments ayant été soumis à un rituel religieux. Le prix d'un seul repas halal est plus de 2 fois plus cher. Il y a eu, en 2010, 57 900 repas halal ou kasher servis. S'il n'y avait que des repas normaux, nous pourrions économiser 157 891 $ par année. Le nombre de repas halal et kasher servis est en augmentation. Ce nombre a plus que doublé pour atteindre 114 350 diètes en 2014-2015. Le nombre de personnes demandant ce nouveau menu a beaucoup augmenté, et ce, parce que le gouvernement est beaucoup trop ouvert et fait plusieurs accommodements pour les différentes religions. Les prisonniers méritent les mêmes droits, ce qui n'est présentement pas le cas. Une solution serait de servir des repas sans viande. En effet, alors que jusqu'à présent, l'offre de menus d'exécution au sport ou à la viande était en général admise, la demande spécifique de viande avertie et rituelle est déjà depuis une dizaine d'années. Si j'étais capable avant de dépenser de mes spéciaux, je pourrais encore. Comme nous avons pu le constater jusqu'à présent, la vente cachère pose un problème très controversé dans les lieux publics. Les hôpitaux sont également au centre du conflit. En effet, les patients pratiquants de partout à travers le monde revendiquent la viande halal. Certains hôpitaux sont encore incertains face à ces demandes. Par exemple, au Québec, ces demandes ne sont pas acceptées vu l'hésitation de la population. En effet, un sondage Léger Marketing réalisé pour le Journal de Montréal conclut que 70% des Québécois sont contre la nourriture halal dans les cafétérias d'administration publique ou municipale. Par contre, lorsque nous spécifions que ce service serait offert aux personnes malades, la population est de plus en plus conciliante. Le pourcentage diminue alors à 63%. Il en demeure que la majorité de la population s'oppose à ces revendications. Ces résultats ne me surprennent pas. Généralement, tout ce qui empiète dans l'espace public est mal vu, commente Kadiyatullah Fall, un professeur musulman à l'Université de Québec, à Chicoutimi et spécialiste de l'islam. Il n'est pas le seul à vouloir que la nourriture halal soit introduite dans les hôpitaux. Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger Marketing, a dit que ce soit pour la religion musulmane ou pour toute autre religion, les Québécois n'en veulent pas plus dans leur quotidien. Et il conclut, viendra un jour où les gens comprendront que les étudiants et les malades ont aussi droit à de la nourriture halal, dit-il. Pour ma part, je comprends l'hésitation des hôpitaux québécois face à toutes ces demandes. Je crois que si nous commençons à nous plier à de telles requêtes, nous ne saurons plus où mettre notre limite. En effet, d'autres groupes pourraient exprimer leur désaccord face à ce privilège et d'autres pourraient même se mettre à réclamer d'autres faveurs qui pourraient devenir de plus en plus démesurées. Je crois que tous ceux profitant de notre système de santé doivent respecter les services qui leur sont offerts sans tenter de les modifier afin qu'ils conviennent à leur propre culture. Ailleurs dans le monde, certains hôpitaux ont un point de vue différent sur le sujet. Par exemple, l'un des plus grands hôpitaux du Danemark a décidé d'offrir seulement de la viande halal à ses patients. Mais la question que plusieurs se posent est jusqu'où doit aller le Danemark pour accueillir les quelques 250 000 immigrés musulmans qui vivent aujourd'hui dans le pays. Le responsable de cet établissement explique tout de même son choix. Nous avons beaucoup de patients de diverses ethnies et origines. Nous devons prendre en compte le bien de chacun et il est impossible aujourd'hui de composer avec des repas spécifiques pour chacun. Alors, nous sommes passés au halal pour tout le monde. La viande n'est pas moins bonne et tout le monde peut en manger. Je trouve que c'est bien que cet hôpital, qui accueille un très grand nombre d'immigrants, ait pris cette initiative. Nous pouvons être certains qu'elles avaient de très bonnes intentions, mais je crois qu'il est un peu exagéré d'imposer ce style de nourriture à tous les patients. En effet, je crois qu'il y a de très bonnes chances que certains patients se plaignent face à ce choix favorisant une autre culture. Même certains hôpitaux qui croient que la religion a sa place dans leur établissement refusent d'intégrer la nourriture cachère à leur menu. Par exemple, en France, à l'hôpital Antoine Béclair de Clermont, Paul Altan, un gynécologue et psychiatre en charge de la consultation depuis 1996, croit que la religion a bel et bien sa place dans l'hôpital.
Selon lui, nous ne pouvons pas demander aux patients de laisser leurs croyances à l'extérieur. Ils peuvent même demander à rencontrer des aumôniers qui assurent le service religieux s'ils vivent des moments plus difficiles. Par contre, pour ce qui est de la nourriture offerte, l'établissement ne se plie pas à toutes les demandes. Pour tous ceux qui ne mangent pas de porc, il tente de leur offrir des alternatives, mais rien n'est obligatoire. Le patient n'a toujours pas le choix de son repas non plus, il doit donc se contenter de ce qui lui est offert. Toujours selon M. Altan, il est trop difficile de gérer le kasher ou le halal puisqu'ils exigent qu'on ne mange ni certaines nourritures, ni même celles qui ont été touchées par ces nourritures illicites. Je suis tout à fait d'accord avec la façon de penser de cet hôpital. C'est bien qu'ils proposent le service d'aumônier à leurs patients puisqu'ils n'affectent pas du tout les autres clients, comme pourrait le faire la nourriture. Pour celle-ci, ils ont donc décidé de respecter tout le monde en offrant des solutions de repas alternatives pour ceux désirant manger kasher ou halal. Encore une fois, ils n'imposent pas cette façon de se nourrir à tout le monde, ce qui est très bien selon moi. De cette façon, personne ne peut se plaindre. Donc, pour conclure sur le sujet, nous sommes généralement contre la nourriture kasher. Effectivement, l'abattage rituel, le prix et le fait qu'elle soit imposée dans les lieux publics sont les principales raisons pour lesquelles nous nous opposons